Jusqu'à présent, on a utilisé certaines fonctionnalités orientées objets de Python. Les programmes des deux derniers chapitres, par contre, sont pas vraiment orientés objets parce qu'ils ne représentent pas les relations entre les types définis par le programmeur et les fonctions qui opèrent sur eux. Donc la prochaine étape, c'est de transformer ces fonctions en des méthodes qui rendent les relations explicites. Donc, parlons premièrement des fonctionnalités orientées objets. Donc Python, c'est un langage de programmation orientée objet, ce qui signifie qu'il offre des fonctionnalités qui prennent en charge la programmation orientée objet. Donc la programmation orientée objet, elle est caractérisée par certains points déterminants. Donc le premier, c'est que les programmes, ils incluent des définitions de classes et de méthodes. Donc ce qui existe dans Python. Ensuite, la plus grande partie du calcul est exprimée en tant qu'opération sur des objets. Et dernièrement, les objets représentent souvent des choses dans le monde réel et les méthodes correspondent souvent à la manière dont les choses du monde réel interagissent. Par exemple, la classe temps qu'on a définie au chapitre 16 correspond à la façon dont on enregistre habituellement le moment de la journée. Et les fonctions qu'on a définies correspondent au type de choses que l'on fait avec des temps. De la même manière, les classes point et rectangle du chapitre 15 correspondent au concept mathématique de point et de rectangle. Jusqu'à présent, on n'a pas profité des fonctionnalités que Python fournit pour soutenir la programmation orientée objet. Ces fonctionnalités, elles sont pas strictement nécessaires, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles, elles fournissent une syntaxe de rechange pour les choses que nous avons déjà faites. Mais dans de nombreux cas, cette nouvelle syntaxe, elle est plus concise et elle transmet la structure du programme de façon plus précise. Par exemple, dans le programme qu'on a écrit autour de l'objet temps, il n'y a aucun lien évident entre la définition de la classe et les définitions de fonctions qui suivent. Après un bref examen, il est évident que chaque fonction prend comme argument au moins un objet temps. Donc cette observation est la motivation pour les méthodes. Une méthode, c'est une fonction associée à une classe particulière. Donc, on a vu des méthodes relatives aux strings, aux listes, aux dictionnaires et aux tuples. Dans ce chapitre, on va définir des méthodes pour les types définis par le programmeur. Donc, les méthodes sont sémantiquement la même chose que des fonctions, mais il y a deux différences syntaxiques. Premièrement, les méthodes sont définies à l'intérieur d'une définition de classe afin de rendre explicite la relation entre la classe et ses méthodes. Et deuxièmement, la syntaxe d'invocation d'une méthode est différente de la syntaxe d'appel d'une fonction. Dans les prochaines sections, on va prendre les fonctions des deux chapitres précédents et les transformer en méthodes. Cette transformation, elle est purement mécanique, c'est-à-dire que tu peux le faire en suivant une séquence d'étapes. Si tu es à l'aise avec la conversion d'une forme à une autre, tu seras en mesure de choisir la meilleure forme pour tout ce que tu fais. Donc c'est vraiment un avantage. Dans le chapitre précédent, on a défini une classe nommée temps et normalement tu as aussi défini une fonction nommée afficher temps. Donc pour appeler cette fonction, tu dois passer comme argument un objet temps. Donc si on exécute le programme et qu'on fait cette fonction affiche bien le moment de la journée sous un format qui nous est facilement lisible. Donc pour faire de cette fonction une méthode, tout ce que nous devons faire, c'est de déplacer la définition de fonction à l'intérieur de la définition de classe. Donc je vais faire ça maintenant. Maintenant, il y a deux manières d'appeler afficher temps. La première, qui est la moins courante, c'est d'utiliser la syntaxe de fonction. Donc dans cette utilisation de la notation pointée, temps est le nom de la classe et afficher temps est le nom de la méthode. Et on passe début en paramètre. Donc la seconde façon, qui est plus concise, c'est d'utiliser la syntaxe de méthode. Donc on peut faire début.afficher temps. Dans cette utilisation de la notation pointée, afficher temps est toujours le nom de la méthode et début est l'objet sur lequel la méthode est invoquée, qui s'appelle le sujet. Donc tout comme le sujet d'une phrase est ce dont parle la phrase, le sujet d'un appel de méthode est ce à quoi s'applique la méthode. À l'intérieur de la méthode, le sujet est affecté au premier paramètre. Donc dans ce cas, début est affecté à t. Et par convention, le premier paramètre d'une méthode s'appelle self. Donc il serait plus usuel d'écrire afficher temps sous cette forme-là. Self. Donc la raison de cette convention, c'est une métaphore implicite. Donc la première raison, c'est que la syntaxe d'un appel de fonction comme afficher temps entre parenthèses, début, ça suggère que la fonction est l'agent actif.
Donc, ça dit quelque chose comme affiche étant, voici l'objet à afficher. Alors que dans la programmation orientée objet, les objets sont les agents actifs. Donc, un appel de méthode comme début.affiche étant, ça dit début, s'il te plaît, affiche toi-même. Donc, c'est vraiment une question de syntaxe et de ce que la syntaxe dit à propos de la manière dont le programme se comporte et de la manière dont on conceptualise le programme. Donc ce changement de perspective peut ne pas paraître très utile. Dans les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, cela pourrait même ne pas l'être, mais parfois le déplacement de la responsabilité des fonctions sur les objets, ça peut rendre possible l'écriture de fonctions ou de méthodes plus polyvalentes et ça rend le code plus facile à maintenir et à réutiliser. À titre d'exercice, maintenant, tu vas réécrire la fonction temps_var_int du chapitre 16 comme une méthode. Tu vas peut-être aussi être tenté de réécrire la fonction int vers temps comme une méthode, mais cela n'a pas vraiment de sens car il n'y a pas d'objet sur lequel elle serait invoquée. Maintenant, je vais montrer un autre exemple. C'est une version de la fonction incrémente du chapitre 16 réécrite comme une méthode. Cette version que je viens d'écrire, elle suppose que temps_var_int soit une méthode. Donc j'ai fait un copier-coller de temps_var_int du dernier chapitre. En outre, il faut noter que la fonction incrémente, c'est une fonction pure, non pas un modificateur. Donc voici comment on peut invoquer incrémente désormais. Donc dans cette invocation, le sujet début est attribué au premier paramètre self et l'argument 1337, il est attribué au second paramètre seconde qu'on avait défini ici, donc self et seconde. Donc ce mécanisme, il peut être source de confusion, surtout si on fait une erreur. Par exemple, si on invoque incrémente avec deux arguments, on va obtenir une erreur. Le message d'erreur est au départ déroutant car il y a seulement deux arguments entre les parenthèses. Et là, il nous dit qu'on en a donné 3, mais le sujet est également considéré comme un argument, si bien qu'il y en a vraiment 3 en tout. Au fait, un argument positionnel, c'est un argument qui possède aucun nom de paramètre. Autrement dit, ce n'est pas un argument mot-clé. Par exemple, si on a un appel de fonction qui est dessine, entre parenthèses, perroquet, cage, mort égale true, perroquet et cage, ce sont des arguments positionnels et mort, c'est un argument mot-clé. Maintenant, on va se pencher sur un exemple un peu plus compliqué, donc c'est-à-dire la réécriture de est après du dernier chapitre. Donc cette réécriture, elle est un peu plus compliquée car elle prend en paramètre deux objets temps. Donc dans ce cas, la convention, c'est de nommer le premier paramètre self et le second paramètre other. Donc je vais écrire cette définition. Pour utiliser cette méthode, tu dois l'invoquer sur un objet et passer l'autre comme argument. Donc on va faire ça maintenant. Une bonne chose à propos de cette syntaxe, c'est qu'elle se lit presque comme en français, c'est-à-dire qu'on peut lire fin est après début et ça décrit exactement ce que la fonction vérifie. Parlons maintenant de la méthode init. Donc la méthode init, qui est un raccourci de initialisation, c'est une méthode spéciale qui est appelée automatiquement lorsqu'un objet est instancié. Son nom complet, c'est --du-bas init --du-bas. Donc, une méthode init pour la classe temps, ça pourrait ressembler à ceci. Donc, il est courant que les paramètres de init aient les mêmes noms que les attributs. L'instruction, par exemple, self.heure égale heure, va stocker la valeur du paramètre heure en tant qu'attribut de self, qui est l'objet temps. Donc les paramètres sont facultatifs, donc si on appelle temps sans argument, on va obtenir les valeurs par défaut. Donc on va tester ça maintenant. Maintenant, si on passe un argument, il va remplacer heure. Si on fournit deux arguments, ça remplacera heure et minute. Et bien sûr, si on fournit trois arguments, ça remplacera les trois valeurs par défaut. Donc à titre d'exercice maintenant, tu vas écrire une méthode init pour la classe point qui prend
X et Y comme paramètres optionnels et les assigne aux attributs correspondants. Maintenant que tu as fait ça, on va passer à la méthode str. Donc la méthode str, c'est une méthode spéciale comme init qui est censée renvoyer une représentation sous forme de string d'un objet. Par exemple, je vais écrire une méthode str pour les objets temps. Donc bien sûr, cette méthode, elle ressemble beaucoup à la méthode afficher temps, sauf qu'on a échangé l'instruction print pour une instruction return. Donc maintenant, si on essaie d'afficher un objet temps, Python invoquera la méthode string. Donc on va tester ça. Donc quand j'écris une nouvelle classe, je commence presque toujours par écrire init qui rend facile l'instanciation des objets et str qui est utile pour le débugage. Donc à titre d'exercice maintenant, écris une méthode str pour la classe point et crée un objet point et affiche-le. Maintenant que tu as terminé ça, parlons de la surcharge d'opérateurs. Donc en définissant d'autres méthodes spéciales, tu peux spécifier le comportement des opérateurs sur les types définis par le programmeur. Par exemple, si tu définis une méthode nommée add pour la classe temps, tu peux utiliser l'opérateur plus sur les objets de type temps. Donc maintenant, je vais montrer à quoi pourrait ressembler la définition. Maintenant, on va exécuter le programme pour voir comment on peut utiliser cette méthode. Lorsque tu appliques l'opérateur plus sur des objets de type temps, Python invoque automatiquement add. Lorsque tu affiches le résultat, Python invoquera str. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses pour cette simple expression. La modification du comportement d'un opérateur afin qu'il fonctionne avec des types définis par le programmeur s'appelle la surcharge d'opérateurs. Donc pour chaque opérateur de Python, il existe une méthode spéciale correspondante comme add. Et pour plus de détails, tu peux lire la documentation Python pour voir les autres options. Maintenant, à titre d'exercice, écris une méthode add pour la classe point. Maintenant que tu as fait ça, passons à la résolution de méthode basée sur le type. Donc dans la section précédente, on a additionné deux objets temps, mais on peut également additionner un nombre entier à un objet temps. Donc maintenant, je vais définir une version de add qui vérifie le type de other et qui invoque soit ajouter temps, soit incrémente en fonction du type. Donc la fonction interne isInstance qu'on a déjà vue, elle prend une valeur et un objet classe et elle retourne true si la valeur est une instance de la classe. Donc si other est un objet de type temps, add va invoquer ajouter temps. Sinon, il suppose que le paramètre est un nombre et il invoque incrémente. Donc cette opération, on appelle ça une résolution de méthode basée sur le type, car elle choisit la méthode à employer sur la base du type des arguments. Maintenant, je vais montrer des exemples qui utilisent l'opérateur plus avec différents types. Malheureusement, cette mise en œuvre de l'addition, elle n'est pas commutative, c'est-à-dire que si le nombre entier est en premier opérande, on va obtenir une erreur. Le problème est que au lieu de demander à l'objet de type temps d'additionner un nombre entier, Python demande au nombre entier d'additionner un objet de type temps et il ne sait pas comment le faire. Mais il existe une solution intelligente pour ce problème, c'est la méthode spéciale radd qui signifie right side add, c'est-à-dire additionner à droite. Donc cette méthode, elle est invoquée quand un objet de type temps apparaît du côté droit de l'opérateur plus. Donc je vais définir cette méthode maintenant. Et maintenant, voici comment l'utiliser. Désormais, on n'obtient pas d'erreur. Maintenant, à titre d'exercice, écris une méthode add pour les objets points qui fonctionne sur un objet de type point ou sur un tuple. Donc si le second opérande est un point, la méthode devrait retourner un nouveau point dont l'abscisse x est la somme des abscisses x des opérandes et dont l'ordonnée y est la somme des ordonnées y.
Maintenant, si le second opérande est un tuple, la méthode doit additionner le premier élément du tuple à l'abscisse x et le second élément à l'ordonnée y. Et ensuite renvoyer un nouveau point dont les coordonnées représentent le résultat. Une fois que tu as fait ça, on va passer à la suite, donc le polymorphisme. Alors la résolution de méthode basée sur le type est utile quand elle est nécessaire, mais elle est heureusement pas toujours nécessaire. Souvent, tu peux l'éviter en écrivant des fonctions qui s'exécutent correctement pour des arguments de type différent. Donc, la plupart des fonctions que nous avons écrites pour les strings acceptent aussi d'autres types de séquences. Par exemple, dans le chapitre 11, on utilisait un histogramme pour compter le nombre de fois où chaque lettre apparaît dans un mot. Donc j'ai rouvert le programme du chapitre 11. Donc cette fonction histogramme, elle peut être utilisée également avec des listes, des tuples et même des dictionnaires, à condition que les éléments de S soient hachables, de sorte qu'ils puissent être utilisés comme clé dans D. Donc, exécutons ce programme. Donc comme on peut le voir, cette fonction marche également pour une liste. Donc les fonctions qui acceptent plusieurs types sont dites polymorphes. Le polymorphisme, ça peut faciliter la réutilisation du code. Par exemple, la fonction interne sum, qui ajoute des éléments à une séquence, fonctionne tant que les éléments de la séquence supportent l'addition. Comme les objets de type temps fournissent une méthode add qu'on a définie, ils peuvent être passés comme argument à sum. Donc on va essayer ça maintenant. Donc en général, si toutes les opérations à l'intérieur d'une fonction peuvent être effectuées sur un type donné, la fonction peut être utilisée avec ce type. Donc le meilleur type de polymorphisme est celui involontaire où tu découvres, après avoir déjà écrit ta fonction, qu'il peut être appliqué à un autre type pour lequel elle n'avait pas été prévue. Maintenant, quelques conseils pour débugger. Donc, il est permis d'ajouter des attributs à des objets à tout moment de l'exécution d'un programme. Mais si tu as des objets du même type qui ne possèdent pas les mêmes attributs, il est facile de faire des erreurs. Donc il est souhaitable d'initialiser tous les attributs d'un objet dans la méthode init. Si tu n'es pas sûr si un objet possède un attribut particulier, tu peux utiliser la fonction interne asAttr qu'on a vu dans le chapitre 15. Donc une autre façon d'accéder à des attributs, c'est la fonction intégrée vars qui prend en paramètre un objet et qui renvoie un dictionnaire qui fait correspondre des noms et des attributs sous forme de string à leur valeur. Donc, exécutons ce programme et essayons cette méthode vars. Donc, à des fins de débugage, je vais définir une fonction qui peut être très utile et qui peut être utilisée dans presque n'importe quel programme pour aider à débugger. Je vais définir cette fonction ici. Donc cette fonction afficher attribut, elle parcourt le dictionnaire généré par la fonction vars et elle affiche le nom de chaque attribut et sa valeur correspondante. Donc on va exécuter le programme pour tester cette fonction. L'intérêt de cette fonction, c'est qu'elle peut être utilisée sur n'importe quel objet. Donc on a utilisé la fonction interne getAttr dans cette fonction. Donc cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un objet et un nom d'attribut sous forme de string et elle renvoie la valeur de l'attribut. Parlons maintenant interface et implémentation. Donc l'un des objectifs de la conception orientée objet, c'est de rendre le logiciel plus facile à maintenir, ce qui signifie que tu peux garder le programme en état de fonctionnement lorsque d'autres parties du système sont modifiées et modifier le programme pour répondre à de nouveaux besoins. Un principe de conception qui permet d'atteindre cet objectif, c'est de garder les interfaces séparées des implémentations. Pour les objets, ce que ça signifie, c'est que les méthodes fournies par une classe ne doivent pas dépendre de la façon dont les attributs sont représentés. Par exemple, dans ce chapitre, on a développé une classe qui représente un moment de la journée. Cette classe, elle fournit notamment les méthodes temps_variant, étaprès et ajouter_temps. Donc, on peut mettre en œuvre ces méthodes de plusieurs façons. Les détails de la mise en œuvre dépendent de la façon dont nous représentons le temps. Donc dans ce chapitre, les attributs d'un objet temps sont heure, minute et seconde. Une autre solution, ce serait de remplacer ces attributs par un seul entier qui représente le nombre de secondes depuis minuit.
Cette mise en œuvre, ça rendrait certaines méthodes comme est après plus facile à écrire, mais elle rend plus difficile l'écriture d'autres méthodes. Qu'après avoir déployé une nouvelle classe, on découvrira peut-être une meilleure mise en œuvre. Si d'autres parties du programme utilisent cette classe, modifier l'interface, ça peut s'avérer fastidieux et être source d'erreur. Mais si tu as soigneusement conçu l'interface au départ, tu peux modifier la mise en œuvre interne sans modifier l'interface, ce qui signifie qu'il n'y aura pas besoin de modifier d'autres parties du programme.